Le projet Paléo-Coran a posé des questions fondamentales pour l'histoire du Coran dans les premiers siècles de son existence. Questions sur la standardisation progressive du texte, questions sur les formes matérielles que le texte, sous lesquelles le texte s'est incarné, questions enfin sur le contexte social et culturel dans lequel il a vu le jour et s'est diffusé. En choisissant de se pencher sur l'étude de la collection égyptienne, ce projet affrontait une difficulté considérable qui était celle de la géographie. On parle souvent du problème de la chronologie pour les manuscrits. Effectivement, à ce jour, aucun fragment n'est daté pour les 2 premiers siècles, approximativement les 2 premiers siècles de l'islam. Mais l'on commence toutefois à cerner globalement des strates chronologiques grâce à l'analyse des écritures, à la présentation matérielle du livre et aux particularités orthographiques du texte. Par contre, pour la question de la géographie est loin d'être résolue. Nous n'avons aucune information sur les lieux de production, sur les lieux de circulation des manuscrits. Et contrairement à la chronologie, nous n'avons pour l'instant aucun style d'écriture, aucun type de codex, ou encore aucune particularité textuelle qui serait propre à une région déterminée. La seule piste demeure le lieu de découverte des manuscrits quand on le connaît. Mais comment savoir si ces centaines de fragments que l'on a vus qui étaient conservés à la mosquée de Raml ou dans d'autres guénizas ont bien été produits sur place ou viennent d'ailleurs? C'est dans ce contexte d'interrogation que vient de faire surface un document exceptionnel, enfin un document qui pourrait servir de point d'ancrage géographique. Le 26 avril dernier, la maison de vente Christie's à Londres mettait aux enchères 9 petits fragments de Coran, d'un manuscrit coranique, qui pourrait dater, comme nous allons le voir, du 8e siècle. Un manuscrit coranique du 8e siècle, de petite dimension, jusqu'à présent, rien d'extraordinaire. Sauf que ce manuscrit présente une particularité, c'est celle d'avoir utilisé un parchemin de seconde main, un parchemin sur lequel on distingue clairement les traces d'une écriture et d'une écriture copte. Alors, un palimpseste, il s'agissait donc d'un palimpseste, et la chose la plus extraordinaire, c'est que j'ai été la première à le découvrir. De nouvelles perspectives vont donc s'offrir à nous. D'abord, si, grâce à l'étude de cette écriture effacée, nous pouvons localiser la provenance du parchemin, nous avons là un indice précieux, le premier indice sur le lieu où le Coran a pu être produit. Ensuite, si l'on parvient à dater ce manuscrit et à le situer dans ce que nous connaissons de la transmission manuscrite du Coran, nous avons un ancrage à la fois spatial et un ancrage temporel unique dans l'histoire des manuscrits coraniques. Mais avant de vous parler de l'étape du palimpseste et de la réécriture coranique, remontant aux origines, à la genèse du palimpseste, avec Catherine Louis, qui est spécialiste des manuscrits coptes, et avec qui j'ai le plaisir de partager cette découverte. Merci. Bonjour à tous. Et merci à Éléonore de m'avoir permis de travailler sur ces fragments. Cela représente pour moi un exercice fascinant et aussi semé d'embûches, comme vous allez le voir. Nous ne sommes qu'au début, en ce qui me concerne en tout cas, de la recherche. Et vous allez voir que c'est une recherche un petit peu compliquée. Forcément, un palimpseste, c'est toujours un peu compliqué. Mais on va essayer de creuser ces questions. Étant donné le temps qui m'était imparti avant de venir vous parler, entre le moment de la découverte et maintenant, j'ai choisi de me concentrer sur seulement 3 aspects de ce manuscrit. D'une part, le codex copte d'origine et, disons, ses caractéristiques physiques. D'autre part, la paléographie et le contenu, bien sûr. Alors, le codex d'origine, voilà. Nous avons actuellement 9 fragments de feuillets sur parchemin
que nous avons renumérotés ensemble en fonction de l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le manuscrit coranique. Donc, il faut savoir que cet ordre ne correspond pas forcément à l'ordre qu'ils avaient dans le manuscrit copte. Il faut le garder à l'esprit. Je vais juste vous énumérer quelques chiffres sans trop entrer dans le détail, mais pour vous donner une idée un peu de ce à quoi il faut s'attendre en termes de manuscrits coptes, on peut reconstituer les dimensions de manuscrits d'origine comme suit. Alors ici, j'ai tracé les verticales de justification telles que j'ai pu les voir d'une part sur un côté du fragment et d'autre part en superposant les colonnes, disons. Donc, une colonne, je parle de la surface réglée, entre les deux verticales de justification, faisait environ 63 mm, ce qui est petit. 10 lignes faisaient environ 60 mm. Et nous avions un entre-colonne d'environ 14 mm. Les marges supérieures et inférieures sont difficiles à estimer, mais la marge supérieure, disons à peu près 2 cm, sachant que c'est un minimum et que parfois on peut avoir des doutes sur la taille des marges. Donc, en partant de ces dimensions, on peut reconstituer... Alors là, je vous ai juste signalé qu'on je crois apercevoir quelques traces de rayures. À gauche, c'est difficile d'en être certain parce que nous avons plusieurs traces, de piqûres, pardon. La piqûre de droite me semble assez certaine, d'autant qu'elle est juste placée au-dessus de la verticale de justification, donc il me semble qu'il n'y a pas trop de doute de ce point de vue. Pour ce qui concerne le manuscrit copte d'origine, il me semble qu'on peut restituer une taille approximative de 17-18 cm de large sur environ 24 à 26 cm de haut, partant du principe que les manuscrits coptes ont probablement été pliés en deux pour constituer le manuscrit coranique. Léonore vous en reparlera plus tard. Ces dimensions correspondent à un manuscrit de petite taille qui correspond assez bien à l'écriture. Je vais y revenir un petit peu plus tard pour tenter de dater cette écriture. Alors, nous partons donc du principe que nous avons des manuscrits, des feuillets qui ont été pliés en deux pour constituer le codex coranique. Partant de là, alors je vais essayer de me lancer dans une petite démonstration un petit peu technique, mais voilà, je vais essayer d'être claire si je peux. Alors, donc nous avons 9 fragments. Partant du principe qu'ils ont été pliés en deux, il est logique de se dire qu'on a peut-être dans ces fragments la partie supérieure d'un côté et la partie inférieure de l'autre, de différents feuillets, disons. Donc on a ici, on peut le voir d'après les marges qui restent dans le texte sous-jacent, on a ici donc plusieurs fragments de la partie supérieure des feuillets coptes et plusieurs fragments de la partie inférieure. Vous remarquez que le nombre n'est pas le même, donc déjà on a peu de chances de trouver tous les fragments complémentaires les uns aux autres. Et étant donné le fait que les fragments étaient pliés en deux, il est également logique de considérer qu'on avait d'un côté le fragment copte écrit dans le même sens que l'arabe, et d'un autre côté des fragments écrits tête bêche. Or, sur tous les fragments qui sont écrits tête bêche, 3 sont à coup sûr identifiés. 2 d'entre eux ont été identifiés dès le départ par Anne Boudor et Aline Souchou comme étant des fragments du Deutéronome et d'Isaïe. J'ai pu identifier un 3e fragment du Deutéronome, et pour les autres fragments, je vais y revenir un peu plus tard. Donc, je me suis dit peut-être que nous avons une chance de retrouver des fragments du Deutéronome ou d'Isaïe dans les fragments inférieurs, ceux-ci par exemple. Si on prend le fragment numéro 7, que je vais peut-être vous montrer, je crois que je l'ai. Ah non, pardon. Voilà. Donc, partant du fragment numéro 7, on peut d'ores et déjà exclure, par rapport à ce qu'on peut lire sur ce fragment, qu'il s'agisse bien du Deutéronome. Le texte ne correspond pas, ce qu'on peut lire du texte
ne correspond pas du tout à ce qui pourrait se trouver dans Deutéronome 6 ou Deutéronome 9. Reste la possibilité que ce soit un fragment d'Isaïe. C'est indémontrable, parce qu'il nous reste trop peu de textes lisibles. Il nous reste les fragments 1 et 2, et là aussi, on a un problème de lisibilité, puisque ces deux fragments font partie des moins lisibles du lot. Alors attendez, je vais vous trouver. Voilà. Donc ça, c'est le fragment 1. Vous voyez qu'on voit assez peu de choses. Je vous montre la photo au ultraviolet qui a été prise. On voit un peu mieux, mais bon, c'est pas... Voilà. Donc on a assez peu de texte lisible, du moins pas assez, pour identifier le fragment. Quand on n'a qu'une ou deux lettres, c'est un peu difficile de l'identifier. Donc, pour l'heure, il est impossible, je n'ai pas encore été en mesure de retrouver la partie supérieure et la partie inférieure d'un même feuillet. Alors, je vais essayer de me pencher sur l'écriture maintenant. Alors, je pense que vous le savez peut-être, mais nous avons en copte le même problème qu'en arabe, dans les manuscrits arabes, c'est-à-dire que nous n'avons pas de colophon avant le IXe siècle, et que donc toutes les tentatives d'écriture que nous pouvons faire, de datation de l'écriture que nous pouvons faire, reposent sur des caractérisations, disons, reposent sur des caractéristiques relatives, sont des datations relatives les unes par rapport aux autres, qui reposent souvent sur des datations faites à date ancienne par nos prédécesseurs, qui ne sont pas forcément fondées. Et nous sommes souvent obligés de nous appuyer sur les manuscrits grecs, sachant que l'oncial copte a évolué de son propre côté. Mais nous nous appuyons donc beaucoup sur les manuscrits grecs, sauf quand nous disposons de critères internes qui nous permettent de dater le texte de manière plus précise. Ce n'est pas le cas ici, bien sûr, puisque nous ignorons tout à la fois de la provenance et de la date de production de ce manuscrit. Nous n'avons pas de critères externes, disons, qui permettent de le définir. Pour l'écriture, donc, vous voyez ici certains passages qu'on peut lire. Je vous ai mis le copte au-dessus pour que vous puissiez voir si vous y parvenez, mais je pense que pour certains, on le voit bien. La correspondance des lettres les unes avec les autres, la correspondance entre les lettres écrites, ici transcrites, et le manuscrit. Voilà. On voit qu'il s'agit d'une onciale de type biblique, assez régulière, ancienne, mais pas archaïque, que j'aurais tendance donc à dater du 6e, 7e siècle, selon les critères que je viens de vous exposer. Et je vais vous donner quelques exemples d'écritures qui me semblent à peu près contemporaines. Par exemple, celle-ci. En plus, ce qui m'intéresse dans ces pages, c'est qu'au niveau des dimensions de la page, on se retrouve à peu près dans le même type de dimension. On a donc ici une écriture toujours de type biblique qui contient des extraits d'Orsièse, un moine copte du IVe siècle, que l'auteur, l'éditeur de ce texte a daté en 1945 du 5e, 6e siècle. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à dater cette écriture un petit peu plus tardivement, et c'est ce que je ferai, conjointement d'ailleurs avec ce fragment-ci qui contient des extraits de Jonas, dont les dimensions correspondent bien aussi, dont l'écriture correspond bien également, et qui a été daté par son éditrice à époque récente, en 1990 par là, je crois, des 6e, 7e siècles, donc ce qui me convient assez bien. Par ailleurs, il est logique de supposer, mais ça c'est encore un critère assez secondaire, disons, que le palimpseste, l'original copte, a été copié pas trop longtemps avant la date à laquelle il a été récupéré pour être réutilisé comme support de copie pour le Coran. Donc, la datation du 6e, 7e siècle me semble raisonnable. S'agissant du contenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 des fragments ont déjà été identifiés. C'est le travail d'identification, comme vous le voyez, hein, puisqu'on voit, je pense ici, qu'on a des traces de lettres, mais que tout n'est pas très clairement lisible. Je vais vous montrer, je crois que j'ai mis une retouche avec Photoshop. Ici, c'est le fragment
c'est le fragment 8. C'est un des plus clairement lisibles de tous. Et j'avais bon espoir de l'identifier. Je pensais d'ailleurs l'avoir identifié. C'est le fragment 8, donc, et vous voyez qu'on peut y lire quelques mots. De l'autre côté, au verso, je crois que c'est le vers. Oui, ça c'est le. Au verso, on a une évocation de Jacob. Donc ça, c'est quand même un élément très déterminant pour identifier un manuscrit. De ce côté-ci, on peut lire une préposition composée qui ne nous aide pas beaucoup, un verbe d'usage assez courant, et enfin, ce fameux mot que j'ai entouré en bas, qui est munegenkij, si je le lis bien, et qui signifie fait de main d'homme, que certaines Bibles traduisent par idole, mais voilà, ça évoque bien sûr les faux dieux. Et il est évident qu'on retrouve ça assez souvent dans les textes bibliques, et notamment dans Isaïe. Je pensais avoir identifié donc ce fragment comme un extrait, enfin avoir, disons, de bonnes chances d'identifier ce fragment comme un extrait d'Isaïe, en particulier je crois que c'était 24 ou 26, je ne sais plus très bien par là. Mais les variantes sont trop importantes, il m'a fallu abandonner cette idée, parce qu'il était absolument impossible, même avec beaucoup de bonne volonté, de faire coller le texte copte de ce manuscrit au texte biblique. Donc, j'ai abandonné cette idée, et cela soulève, à mon sens, deux questions. La première est, ai-je laissé passer un fragment biblique qui contienne tous ces mots, et c'est fort possible. Mais la seconde est, avons-nous réellement affaire à un codex biblique? N'avons-nous pas affaire à un texte, et il faut le garder à l'esprit, n'avons-nous pas affaire à un texte homilétique qui se serait inspiré abondamment et qui aurait abondamment cité l'Ancien Testament? Je ne peux rien affirmer pour l'instant. Si nous avons affaire à un texte biblique, alors nous avons de bonnes chances d'identifier dans un avenir relativement proche, peut-être pas l'intégralité des fragments, mais au moins celui-ci et peut-être un ou deux autres. S'il ne s'agit pas d'un texte biblique, l'identification sera un petit peu plus compliquée. Elle n'est pas impossible, mais elle sera un petit peu plus compliquée, un peu plus longue, et ça soulève d'autres questions que je n'ai pas le temps de développer ici. Mais voilà, en tout cas, il faut garder cette possibilité à l'esprit, tant qu'on n'a pas identifié tous les fragments. Et voilà. Je voulais encore ajouter une petite chose et je l'ai oubliée. Oui, quant à la provenance des manuscrits, je ne me prononcerai pas sur cette question. Pas encore. Je pense qu'elle est trop hasardeuse, d'une part. Nous n'avons aucun critère qui permette de déterminer sa provenance exacte. Et s'il est possible de fonctionner, disons, par élimination, en ce qui me concerne, il est trop tôt pour le faire. Voilà. Je vous remercie.